Bonjour à tous, bienvenue Bonjour sur Mathieu. ce nouveau webinaire. Salut Anne. Salut Nico. Écoutez, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, donc on est avec Anne. On va parler de donc la thématique, c'est comment concilier une approche humaine et parcours automatisé. Donc on va parler de playbook, d'automatisation de parcours client, de segmentation, de personnalisation. Donc c'est ces sujets-là dont on va parler aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour Agathe, Yann, Geoffroy, François, etc. Bienvenue à tous. Peut-être juste avant de démarrer, puis le temps que ceux qui doivent nous rejoindre nous rejoignent, je vais vous dire donc quelques mots sur Scaling. Rassurez-vous, ça va pas être très long. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Voilà, juste quelques mots pour nous présenter, parce que je pense qu'il y a parmi vous des gens qui nous connaissent, qui ont connu ce webinaire, notamment par la newsletter, le blog, peut-être d'autres qui sont venus par d'autres canaux et qui savent pas qui on est. Donc voilà, donc en quelques mots, Skillin, c'est ce qu'on appelle une Customer Success Platform, c'est-à-dire qu'on est, pour ceux qui connaissent pas exactement cet acronyme, on est un peu le CRM dédié à l'après-vente, c'est-à-dire qu'on est vraiment dédié à des SaaS B2B et on prend le relais des CRM traditionnels, type HubSpot, Salesforce, etc., une fois que le client est signé, pour l'accompagner au mieux durant son cycle de vie. Et donc ça passe notamment par trois choses. La première chose, c'est la capacité à fournir une vision 360 de vos clients, c'est-à-dire qu'on va se connecter justement à votre CRM, votre ticketing, votre back-office, pour vous fournir sur un dashboard tous les KPI, tous les touchpoints que vous avez avec vos clients. À partir de toutes ces datas-là, on va être capable de calculer un score de santé pour déterminer par vie vos clients lesquels sont à risque et sur lesquels il serait souhaitable d'agir pour éviter de recevoir un recommandé. De façon un petit peu caricaturale. Et troisième partie, à partir de toutes ces données-là, l'idée, ça va être bien sûr de transformer ces informations en action. Et donc ça, c'est toute la partie playbook et alerting. Et donc c'est vraiment sur cette partie-là qu'on va échanger aujourd'hui avec Anne. Donc, à nouveau, bonjour à ceux qui nous ont rejoints depuis quelques minutes. Il est 14h03. Je vous propose qu'on commence directement. Et pour commencer, Anne, re-bienvenue. Est-ce que tu peux Oui. peut-être j'allais dire te présenter, même si tu commences à être un peu, j'allais dire presque la porte-parole, un des porte-étendards du low touch, parce que tu es intervenu à Engage, tu es intervenu sur des différents webinaires sur le sujet, mais bon, on peut imaginer qu'il y a encore quelques personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton rôle au sein de Carnot? Ouais, bah salut Nico. Déjà, merci beaucoup de me laisser l'opportunité de faire un peu mon retour d'expérience sur tout ce qu'on a mis en place chez Carnot. C'est vraiment super chouette. Après, je sais pas si j'ai la prétention de tout savoir sur le low touch, mais en tout cas, on a une recette et c'est super cool de pouvoir la diffuser. Donc, bah moi, c'est Anne. Donc, je suis Head of CS chez Carnot depuis 5 ans et demi maintenant. Donc, Carnot, c'est quoi? C'est déjà une start-up de l'agriculture connectée qui est basée à Eura Technologies à Lille, pour ceux qui connaissent cet incubateur. Et donc, en gros, Carnot, c'est quoi? C'est une solution qui va permettre aux entreprises du monde agricole et viticole de suivre tous leurs chantiers de manière automatisée. En gros, on a un boîtier. Alors, j'y reviendrai de temps en temps tout au long de ce retour d'expérience. Nous, on a du software et du hardware. Mais bon, tout ça pour dire qu'en gros, grâce à un boîtier en fait qui renvoie à la position des matériels, on a construit une plateforme web et mobile qui aide les utilisateurs au quotidien. Donc, pour vous citer quelques bénéfices comme ça de Carnot pour les utilisateurs, par exemple, ça va être vraiment un suivi, une gestion facilitée parce que voilà, aucune info ne se perd puisque tout est enregistré. Ça va vraiment être une aide à la facturation, par exemple, ou un gain de temps et confort parce qu'on passe plus son temps à appeler ses équipes pour savoir où ils en sont, puisque tout peut être suivi quasiment en temps réel avec notre solution. Donc voilà, donc mon rôle c'est quoi? Ça va être de co-construire toute la stratégie d'accompagnement client de Carnot. Voilà, on va mettre en place les process, les outils, faire toute la communication client, on va s'occuper de la data, je vais m'occuper de la data, évidemment faire monter en compétence les équipes. Et donc aujourd'hui, j'ai une équipe de 3 CSM et 2 chargés support. Voilà.
Ok, ça marche. Et pour donner un ordre de grandeur, alors je crois que j'avais mis quelques chiffres dans le descriptif. Toi, tu étais arrivé il y a quoi, 3 ou 4 ans chez Carnot? Est-ce que tu peux nous Plus de dire 5 ans. Plus de 5 ans. plus de 5 ans, ok, ouais, Ouais. ouais. Ça- En mars Plus de 5 2018, ans. pour être exact. Ça marche. Est-ce que tu peux nous donner quelques ordres de grandeur aussi, Ouais, un peu sur la taille de portefeuille que vous gérez, ouais, combien vous étiez à ouais. l'époque, combien vous êtes aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Effectivement, moi, quand je suis arrivée, c'était pas tout à fait au début. La solution, elle a été commercialisée à l'été 2017, donc je suis arrivée quelques mois après. Mais quand je suis arrivée, il y avait déjà Damien, un chargé support, mais qui à l'époque faisait tout en fait. Faisait l'ADV, la logistique, le SAV, l'onboarding. Enfin bon, bref, vous imaginez bien. Mais il y avait déjà Damien. Et donc moi, quand je suis arrivée, je sais pas, il devait peut-être y avoir 50 clients. Enfin voilà. Et ensuite, le premier CSM que j'ai recruté, c'était en août 2018. Voilà. Et au final, l'équipe n'a jamais vraiment changé dans le sens où, bon, forcément, on a recruté assez vite, donc on a été 6 assez vite avec 4 CSM et 2 chargés support. Et aujourd'hui, on est toujours 2 chargés support et 3 CSM, parce qu'il y a une des CSM qui est devenue PO en fait dans la boîte tout simplement. Et donc à l'époque quand je suis arrivée, il y avait 50 clients. Aujourd'hui, on en a 1900 quoi. Voilà. Et Ouais, toujours avec la ok. même équipe. Ok, ça marche. Justement, donc tu parlais de l'équipe et donc niveau customer success, tu m'avais expliqué quand on avait notamment préparé ce webinaire qu'au début, bah voilà, justement, tout le monde remplissait un peu tous les rôles, qu'assez rapidement, tu avais choisi de spécialiser l'équipe customer success. Donc là, tu as parlé de la partie support, mais dans la partie success, que tu avais assez rapidement spécialisé les rôles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se répartis aujourd'hui dans votre organisation? Ouais, tout à fait. Alors peut-être j'explique les raisons pour lesquelles j'en suis arrivée à ça. C'était finalement assez très contextuel, hein. Nous, on a une saisonnalité qui est très fortement marquée. Donc parfois, les phases d'onboarding sont très longues. On a aussi du hardware, donc le positionnement des boîtiers sur les matériels, c'est hyper important. Donc en gros, la phase d'onboarding, elle est vraiment primordiale chez nous. Donc il y a ça. Deuxième raison, on a une typologie de clients qui est vraiment très différente. Donc, ça peut aller du petit exploitant au gros industriel, donc avec des besoins très différents, très spécifiques et des investissements d'accompagnement qui vont être hyper différents. Et forcément, quand je vous dis qu'on est toujours la même équipe, c'est vrai en quantité, mais c'est aussi vrai en nombre de personnes. Parce que toujours, ça fait très longtemps qu'on est chez Carnot. Ça fait, pour certains CSM, ça fait 4 ans, 3 ans, 5 ans. Donc, en fait, c'est aussi la même équipe de personnes. Donc, à un moment donné, tu as aussi une volonté de spécialisation par rapport à ton épanouissement personnel, ce que je comprends tout à fait. Donc, en fait, j'ai dû composer avec tout ça et de me dire, OK, Anne, qu'est-ce qui te semble être l'organisation la plus optimale et la plus industrialisable possible, la plus scalable possible? Et donc, bon, après, je vais pas tergiversé 10 ans. On a décidé du coup de mettre une personne uniquement sur l'onboarding. Donc, c'est Servan. Elle gère vraiment tous les nouveaux clients, tous les entrants. Voilà, avec des volumes différents selon la période dans l'année. Encore une fois, on est très marqué par la saisonnalité dans le milieu agricole, forcément. Et ensuite, j'ai 2 CSM, Cécile et Laura, qui prennent le relais. Donc, qui vont plutôt avoir un rôle d'account manager, qui vont plutôt gérer tout ce qui est rétention, satisfaction. Voilà. Et elles, pour le coup, Cécile et Laura, elles sont spécialistes plutôt d'une typologie de clients. Par exemple, Laura, elle va gérer toute la branche viticulture, parce que ça va être voilà des algos un peu différents, une façon de faire, une activité différente. Voilà pour vous expliquer un petit peu la spécialisation. Ok. Et il n'y en a pas une qui est un peu plus sur les grands comptes et petits comptes? C'est À l'époque, à l'époque. à Ok, l'époque, d'accord. quand j'avais 4, quand j'avais Ok. 4 CSM, Rachel, qui est devenue PO chez nous aujourd'hui, effectivement, elle était plutôt sur les grands comptes, vraiment, tu vois, les industriels, type Bonduel, par exemple. Mais bon, elle est PO aujourd'hui, donc on a Ok. réparti les grands comptes chez Ok, Cécile donc et une Laura. personne à l'onboarding, deux Ouais, personnes qui derrière sont sur le c'est rôle ça, de success au c'est sens ça, accompagnement, suivi des clients. Et donc voilà, exactement. donc pour recontextualiser donc ce que tu disais, donc aujourd'hui vous avez 1900, enfin Ouais, quasiment 2000 clients qui du coup sont gérés à trois, donc avec ouais. et c'est la thématique dans laquelle on est en train de rentrer petit à petit, qui est la thématique de l'automatisation. Toi, est-ce que tu expliquais qu'au moment où tu es rentré, vous aviez 50 clients. À quel moment est-ce que tu as eu ce déclic de te dire,
OK, en fait, ça va pas être tenable, il faut qu'on automatise une partie de nos parcours. À quel moment est-ce que tu t'es dit ça? Ouais, bah écoute, moi du coup j'étais arrivée en mars 2018. Et pour la petite anecdote, j'étais rentrée en tant que CSM. Sauf qu'en fait, bon, c'était un peu le bordel, donc j'étais mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et assez vite, du coup, les deux fondateurs de Carnot m'ont dit, bah écoute Anne, eux, ils avaient déjà compris l'importance de la création d'un service CS dans la boîte. Je n'ai pas eu à les convaincre, mais du coup ils m'ont dit, bah écoute Anne, on te donne l'opportunité de créer le service. Donc voilà. Et en gros, moi, je me suis posé cette question d'automatisation, on va dire, on a commencé à mettre en place de l'automatisation environ 6 mois après la création du service. Pour donner un peu un ordre d'idée, donc on devait être en octobre, ouais, c'est ça, en octobre 2018, quelque chose comme ça, et on devait être autour de 250-300 clients. Ouais, d'accord, donc assez vite. Et toi, tu étais Assez la vite. seule CS à l'époque, donc à peu près 300 clients, Ouais, seul CSM, et c'est à ce moment-là que vous c'est avez ça, commencé à mettre en place c'est ça. de l'automatisation. Ok, Ouais, ça c'est marche. ça, tout à fait. Euh, ok. Et justement, enfin, en parlant d'automatisation, enfin, pour toi, est-ce qu'il y a des prérequis avant de mettre en place des automatisations, donc automatisation slash playbook, hein, on appelle ça comme on veut, mais est-ce qu'il y a des prérequis, ou si on pose la question autrement, en fait des écueils à éviter, tu vois, ou des moments qui sont pas les bons pour mettre en place de l'automatisation? Ouais, tout à fait. Bah, effectivement, la première chose, et je pense que je l'ai encore rabâché 1000 fois hier et probablement 1000 fois en gage en juin, c'est que il faut bosser sa data. Il faut avoir des données à exploiter. Si vous n'avez pas de données à exploiter, je pense que c'est peut-être une erreur. Il faut quand même avoir un peu de data. C'est ce qui vous permettra de segmenter, de personnaliser et donc de faire un accompagnement digitalisé, automatisé. Donc, bosser à fond sa data. Généralement, quand on démarre, j'espère, on a au moins un minima un CRM. Donc, il faut s'assurer qu'on qualifie quand même déjà un petit peu de choses dans son CRM. Et après, il faut aussi des données comportementales, un peu de tracking. C'est important de savoir quand même un petit peu ce que tes clients font sur les plateformes. Voilà. C'est pas grave s'il y a Font pas de prise. ou ne font pas d'ailleurs. Ou ne font, non, mais voilà, tout à fait, ou ne font pas exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, un peu les endroits stratégiques de vos plateformes, mais c'est sûr qu'il faut forcément de la data. Pour moi, c'est la première chose qu'il faut bosser. Pour le coup, ayant fait l'expérience, moi, probablement, là, si je devais revenir en arrière, j'aurais tout de suite d'abord bossé ma data et la fiabilité de la data avant de faire d'autres choses, probablement. Je m'en rends vraiment compte. Donc ça, c'est le premier prérequis, c'est certain. Après, ce qui est hyper important aussi, c'est quand même bien définir sa customer journey, c'est-à-dire toutes les étapes du cycle de vie. Encore une fois, c'est pas grave si tout n'est pas hyper chiadé, voilà, y a pas besoin de penser aux moindres petits détails, mais il faut quand même être sûr de ces étapes en fait, des étapes du cycle de vie du client. Et après, en troisième chose, je dirais aussi que c'est hyper important d'avoir l'alignement des équipes. Parce qu'en fait, généralement, au départ, bah, tu as quand même un petit peu de CSM et tes automatismes, c'est d'appeler ton client au téléphone dès qu'il y a une nouvelle commande, quoi. Grosso modo, en tout cas, chez nous, c'était ça. Et là, tu n'es pas tout à fait en train de faire la même chose. Tu es quand même en train de faire plus de la masse. Tu es toujours en train de discuter avec tes clients, mais tu fais de la masse. Et tu vas plus forcément avoir le réflexe d'appeler tout de suite. Donc en fait, c'est beaucoup de pédagogie et beaucoup d'éducation auprès des équipes terrain, donc les commerciaux, évidemment au sein de ton équipe, parce que tu viens changer leurs habitudes. Et c'est hyper important aussi de définir le rôle de chacun. Toi, tu feras ça, toi, tu feras ça. Alors attention, au début, on sait qu'on fait toujours, on déborde un peu sur les autres. Il y a pas de souci avec ça. Mais je pense que voilà, ça, c'est hyper important. C'est vraiment les trois choses. Et après, Ok. en bonus, même si, bon, voilà, je pense que c'est quand même important, c'est d'avoir déjà une base de ressources, avoir un centre d'aide avec des FAQ qui sont sympas, qui sont déjà bien Oui, pensés, bien ouais, que tu vas pratico-pratiques. pouvoir relayer dans tes Exactement. Bah voilà, automatisations c'est et ça. À minima, ok, moi je dirais que c'est ça au moins, ta TFAQ. Si tu as déjà un petit peu des vidéos tutos, c'est ok. sympa, mais c'est pas très grave Mais si tu n'en as pas. ça marche. Mais je suis assez, en tout cas, assez en phase avec ça. Enfin, nécessairement avoir j'allais dire un minimum de data, c'est-à-dire que Ouais, je pense qu'il faut pas non plus s'en faire des nœuds au cerveau. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir un socle de base de data avant de démarrer et effectivement avoir un minimum de centralisation, ouais, un minimum de data d'usage, etc. Pour démarrer. C'est aussi le message d'ailleurs. On a un webinar dans un mois sur 15 playbooks indispensables à mettre en customer success. Et pour nous, voilà, il y a aussi ce premier truc qui est souvent oublié, qui est de se dire, en fait, les premiers playbooks que tu dois mettre en place, c'est des playbooks de qualification qui ouais, permettent de dire, OK, dans quel cas je fais rentrer ouais, mon client, quelle exact. offre il a, quel stack il a, Ouais,
etc. Parce que c'est ça derrière qui te permet aussi d'envoyer les bons messages derrière. Et Clairement. je voulais rebondir effectivement sur ton deuxième point aussi, où tu disais, voilà, il y a ce, pardon, L'alignement des équipes. le côté alignement des équipes, c'est quelque chose qui est effectivement important aussi. Mais sur le deuxième point, qui était le point process, Ouais, c'est effectivement important d'avoir une base connue. C'est-à-dire que des fois, nous on discute de temps en temps avec des gens comme ça qui nous disent voilà, aujourd'hui c'est un peu le bazar dans mon équipe, je veux mettre en place un outil. Plutôt mauvaise idée. C'est-à-dire, tu as tout à fait raison quand tu dis on peut démarrer avec des choses simples et tu pourras toujours les faire grandir et les sophistiquer par la suite. Par contre, si tu sais pas du tout où tu vas, ne cherche pas à automatiser ce que tu ne maîtrises pas. Donc, exactement. au départ, effectivement, plutôt avoir une première base de process. Voilà, encore une fois, ça peut être des choses très simples qu'on commence à automatiser et après on les sophistique. Donc, en tout cas, tout à fait en phase avec ce que tu dis. Ouais, ouais, bah, complètement, c'est exactement ça. Notre réflexe, je pense, c'est toujours de se dire non, mais attends, il y a tel cas, tel cas, tel cas. Non, il faut bien Mais nous, démarrer par quelque oui, chose. oui, bien sûr. Et Voilà. ça, c'est un truc, pour le coup, que nous, on voit aussi au quotidien avec des clients qui disent, voilà, mais en fait, je voudrais faire ci, etc. Et en fait, on voit souvent d'ailleurs des clients qui partent, qui commencent à construire des playbooks avec 72 branches, des branches qui s'ouvrent dans des Oui, branches et des machins. Et en fait, au bout d'un moment, ils reviennent plutôt en arrière pour rebâtir pour faire quelque un chose de plus tronçon, simple. quelque Ouais, chose d'assez simple. c'est clair. Et voilà. Et après, venir rajouter effectivement quelques couches. Mais ça sert à rien effectivement de se projeter trop vite sur une vision cible. Démarrer simple et puis vous créerez des V1, des V2, etc. Exactement. Nous, on va être Euh, probablement à la V 360. Enfin, tu vois, depuis le ouais. temps. Et d'ailleurs, alors en parlant de version, alors maintenant, du coup, toi, tu travailles avec Scaling, ça fait quelques mois maintenant qu'on travaille ensemble. À l'époque où vous avez mis ça en place, donc tu disais tout à l'heure, je crois vers 2018, Ouais, est-ce que en tu peux 2010. nous expliquer un peu quel stack vous aviez mis en place, puis éventuellement ce qu'a changé Ouais. et ce qui potentiellement est encore en place aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Bah, en vrai, on revient de loin. Tu vois, au début, en fait, ce que tu fais, c'est que au début, forcément, tu utilises les outils que tu as à disposition. Donc, un bon vieux Excel, un back-office et, je l'espère, un CRM. Donc, en fait, nous, si tu veux, au tout début, c'est bête et méchant, mais voilà, on avait nos étapes du cycle de vie. Georges de l'équipe produit nous avait développé dans notre back-office des petits boutons en mode onboarding, adoption, expansion, et en mode, enfin, c'était le CSM quand il validait ses critères pour faire avancer le client, il cliquait sur adoption et il y avait un mail qui partait. Tu vois, on a juste démarré D'accord, par ok. ça. Ok, C'est ok, juste ça. j'avais pas en tête, j'étais pas remonté aussi loin dans dans l'historique. Bah voilà, non, bah non, c'est vrai, on n'avait pas eu l'occasion. Mais tu vois, on a démarré par ça en 2018. Et après, on a commencé à faire de plus en plus de choses. On a commencé à créer des listes dynamiques dans HubSpot. Notre CRM, c'est HubSpot. On a créé des workflows assez simples. Et voilà, on commençait à envoyer un petit peu d'automatisation comme ça. Ensuite, on a introduit Intercom et on a commencé à utiliser les coms in-app, tu vois, toujours avec un bon ciblage, évidemment. La data, segmentation, ciblage, ça va être le mot d'ordre d'aujourd'hui. Et après, je vais le dire comme le Saint Graal. Je suis forcément une fervente défenseuse ou je sais plus comment on dit de CS plateforme. On a pu introduire une CSP après tout ça. Et là, vraiment, ce qui est génial avec ça, c'est que tu peux déclencher pour moi le levier d'automatisation, de digitalisation en puissance, c'est le playbook. Et en fait, la CSP, elle va vraiment te permettre d'avoir, comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, cette vue 360 de tes clients, aussi bien en termes de données brutes que de données comportementales. Et en fait, tu vas plus seulement être réactif, tu vas être proactif. Et nous, clairement, c'est devenu un allié du quotidien. Pour la petite histoire, on utilisait un autre outil avant, tu l'as dit tout à l'heure. Maintenant, on utilise The Scaling depuis cette année, depuis quelques mois maintenant. Mais j'étais déjà convaincue avant d'utiliser une CSP, c'est clair, je ne pourrais plus m'en passer, les filles de mon équipe non plus, c'est clair et net. Et en plus, enfin, sincèrement, je le disais encore hier, ça remplace deux CSM, hein, cet outil. Donc tu vois, voilà, vraiment, on y allait étape par étape. Les outils qu'on avait de base, et à chaque fois, tu vois, on est allé toujours un petit peu plus loin jusqu'à, pour moi, ce Saint Graal qui est la CSP, quoi. Ouais, et donc le mot est lâché, tu parlais de playbook. Peut-être, est-ce que tu peux
J'allais dire donner ta définition éventuellement, je Ouais, compléterai, si besoin, mais parce que je me souviens qu'au début et voilà, toi tu venais d'une autre Customer Success Platform ouais, c'est Playbook, ça voulait pas dire exactement la ouais, même chose, déjà dans leur environnement que dans ouais. l'environnement, Scaling. Est-ce que tu veux redonner un peu la définition que tu en as aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Bah, pour moi, un playbook, c'est vraiment comme un scénario, en fait. Tu imagines ton scénario dans ta tête, donc forcément, tu as une clé d'entrée, ou plusieurs d'ailleurs, donc un déclencheur, un trigger, comme vous dites. Et voilà, donc tu as cette clé d'entrée, et en fonction de cette clé d'entrée ou plusieurs, tu vas dire ce que tu veux faire derrière. Soit tu envoies un mail au client, soit tu déclenches une tâche ou une to-do au CSM, soit tu changes un attribut. Enfin voilà, en fait, tu construis un petit peu tout ton scénario dans ta tête. Séquence, c'est une séquence en fait. Tu le disais, je crois tout à l'heure, tu peux choisir à un moment donné si nanan, alors ça part de tel côté, si nanan, ça part de l'autre côté. Et en fait, ce qui est génial, c'est que encore une fois, si ta data, elle est quand même assez dense ou en tout cas elle est bonne et fiable, tu peux faire autant de scénarios que tu veux. Alors attention de ne pas rentrer un peu dans un système d'usine à gaz parce que trop de playbook, tu le playbook, mais note à moi-même, hein. Note à moi-même. Mmh mh. Euh, mais en fait, c'est vraiment comme un scénario, en fait. Voilà, comme un Ouais, scénario. ouais. Et ça marche. Et en fait, voilà, juste pour, voilà, ben, tiens, il y a Thomas qui pose la question. Et oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé en intro, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors là, je vois qu'il y a des questions sur le chat, mais vous avez aussi un module de questions qui nous permet, s'il y en a plusieurs, de mieux les voir. C'est potentiellement plus lisible. Thomas qui demande quelle est la différence entre un playbook et un workflow Ouais, sur HubSpot. Eh ben, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en gros, et d'ailleurs, dans HubSpot, tu as deux choses. Tu as ce qu'ils appellent les workflows, okay, où tu peux notamment changer des statuts sur un client ou des choses comme ça. Donc, voilà, mais qui ne permettent pas d'envoyer des mails. Et dans HubSpot, tu as un autre truc qui s'appelle les séquences qui te permet d'envoyer des messages. Et c'était un peu la même mécanique que vous aviez dans Sales Machine à l'époque, me semble-t-il, c'est que vous aviez d'un côté des automatisations et de l'autre côté des séquences. Et voilà, nous, on s'est dit, bah, en fait, tout ça, c'est de l'automatisation. Finalement, c'est j'ai un point de départ et derrière, je veux dérouler des trucs. Et quand j'automatise, bah, j'assigne des tâches, j'envoie des mails, je fais ça. Donc, nous, Playbook, ça fait tout ça. C'est un peu la convergence des workflows et des séquences de HubSpot qui, entre parenthèses, je suis aussi utilisateur d'HubSpot, sont suffisamment malins pour faire en sorte que tes workflows ne puissent pas parler à tes séquences tant que tu n'es pas sur le plan XXL. Et donc, tu te retrouves un peu comme un couillon avec tes deux trucs, chacun d'un côté, mais qui ne peuvent pas parler. Et du coup, ton workflow ne peut pas enchaîner les séquences, sauf si, encore une fois, tu es sur un plan assez onéreux. Donc voilà. Donc bref, c'est ça un playbook. ouais, Déborah qui dit on peut maintenant envoyer des emails depuis le workflow de HubSpot. Ben oui, on peut, mais selon les plans. C'est-à-dire que, tout à fait. je sais pas, moi je suis sur un plan pro, je ne peux pas faire ça. Oui, Il faut le faire, c'est sur des plans un peu plus avancés. tout à fait. Euh, Après, enfin, peut-être que c'est pas l'objet, mais je permets juste de compléter, Nicolas, c'est que un CRM, c'est en aucun cas une CS plateforme. C'est complémentaire. Voilà. Donc, ce sera probablement pas le même usage non plus si tu fais un workflow dans HubSpot. Enfin, en tout oui, cas, oui, pour nous, oui, chez Carnot, on n'a pas du tout le même usage. oui, tu as tout à fait raison, bah, notamment parce que dans ton CRM, en général, tu n'as pas ta donnée d'usage. Non, Voilà, tu as une partie de tes données, tu as exactement. tes comptes rendus, tu as tes mails, etc. Donc, tu as tes touchpoints physiques, tes interactions finalement Ouais, avec les clients, mais tu n'as pas l'usage et potentiellement deux, trois autres choses que tu n'as pas non plus. Tu n'as pas ta gestion de projet, tu n'as pas ton tout à fait. ticketing, etc. Tout à fait. Ça marche. Il y a alors bon, l'objectif c'est pas de tirer dans les pattes des petits copains, mais il y a Thomas qui demande pourquoi ce changement s'il y avait déjà une solution avant Scaling. Je sais pas si tu veux te prononcer ou si Ah Joker et oui. Moi, y a aucun souci avec ça. J'utilisais Sales Machine et malheureusement, Sales Machine n'était plus très fiable. Donc, j'ai arrivé à mon renouvellement. C'est quand même des plateformes qui ont un certain coût. Bon, bah, je vais pas renouveler pour un produit qui fonctionne pas, malheureusement. Donc, voilà. Et puis, en même temps, c'est pas non plus pour voilà lécher les bottes de Nicolas, mais moi, j'avais été assez séduite par cette approche IA dans la façon de scorer. Et l'état de santé, c'est peut-être pas l'objet d'aujourd'hui, mais que pour le coup, Sales Machine n'avait pas. Donc, quand bien même ça aurait été fiable, c'est probablement, j'aurais probablement de toute façon changé. Voilà. bon, ça marche. Du coup, alors on parle playbook, on parle automatisation. Est-ce que concrètement, enfin, on l'a compris, vous êtes plutôt j'allais dire low touch dans votre approche, il y a pas mal d'automatisation. Est-ce que ça veut dire que vous parlez plus à vos clients ou est-ce que c'est un peu plus subtil que ça?
Alors non, au contraire, bien au contraire. Mais en fait, j'aime bien cette question parce que justement, si je fais un petit retour en arrière, c'est vraiment quelque chose qui a été hyper compliqué, je trouve moi quand j'ai décidé en fait à faire adopter dans l'entreprise, quand j'ai décidé voilà de faire un accompagnement digitalisé, automatisé, parce que pas le choix de toute façon vu le volume de clients, plus de toute façon la typologie de clients, la saisonnalité, enfin voilà tous les facteurs que j'ai expliqués tout à l'heure. C'est une réaction qui est mécanique enfin, qui a été mécanique chez nous, aussi bien l'équipe terrain que même parfois dans mon équipe ou nos utilisateurs, c'est de se dire, bah attendez, vous allez faire l'automatisation, bah du coup on va plus se parler. Mais non, en fait, on continue de se parler. C'est juste qu'on décide de pas tout le temps le faire par téléphone. Pour moi, c'est juste ça en fait la différence. Et c'est juste là, justement là, tout le boulot que vous allez faire sur la data et la segmentation et donc votre ciblage, que vous allez pouvoir rendre ultra personnaliser vos communications, alors qu'en fait, elles sont envoyées à plein de clients similaires. Donc, il faut, enfin, entre guillemets, c'est à nous d'être malins. C'est à nous d'employer le ton qu'on souhaite et de personnaliser au mieux pour que justement le client sente que c'est pas un robot qui parle derrière, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, moi, je Et de dirais vraiment décrocher au contraire. et de décrocher ton téléphone quand c'est nécessaire, mais tu le fais, Exactement. à des moments stratégiques, dans des cas Exactement. bien particuliers et pas, de façon, random sur tous tes clients aussi. Ah, mais c'est clairement ça. En fait, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est sûr que quand tu entends ton équipe qui répète 10 fois la même chose à 100 clients, bon, bah, en fait, tu te dis, ça sert à rien. Euh, Oui, En plus de ça, de toute façon, comme tu as une petite équipe, il faut aller chercher aussi la productivité, c'est logique. Enfin, même avec une grande équipe, mais en tout cas, tu cherches de la productivité. Donc, c'est hyper important de venir placer tes équipes sur des tâches à valeur ajoutée. Et justement, le playbook te permettra de faire ça. C'est exactement ce que tu viens de dire parce que oui, le, d'automatiser le voilà, récurrent, le répétitif et sans beaucoup de valeur exactement. ajoutée, où tu faisais des copier-coller avant Voilà, avec les risques d'erreur que c'est ça ça. comporte et C'est cetera. ça. Et en fait, le playbook, enfin, l'outil pense pour toi. Donc, toi, tu arrives le matin, tu sais exactement ce que tu as à faire en fonction de tous les critères que tu as déterminés, etc. Tu sais pourquoi tu dois appeler le client, mais tu sais aussi pourquoi tu dois pas appeler l'autre. Voilà, parce que tu sais que derrière ton accompagnement digitalisé, automatisé, il fonctionne. Ouais, mais j'aime bien, il y en a certains qui disent: «Ouais, c'est un peu ton deuxième cerveau aussi», Oui, ah, mais clairement. voilà, qui en fait, fait en sorte que, justement tu pas d'angle mort et que, tu aies les bonnes tâches qui popent, au bon moment aussi, Bah, chez c'est toi. exactement ça. Et puis après, on n'est pas Hem, des machines, hein. Enfin, je veux dire, tu peux pas tout retenir, c'est pas possible. Donc, yes, il y a, Claire, bonjour Claire, qui demande: «Est-ce que vous avez un playbook onboarding où les sales rentrent des informations concernant les nouveaux clients?» Et puis peut-être que ça peut faire le lien avec, la question que je voulais te poser après aussi, c'est, bah, du coup, quels sont aussi les playbooks justement que vous avez? Quel type de parcours est-ce que ça couvre aujourd'hui? ouais, tout à fait. Alors, aujourd'hui, bah, en fait, grosso modo, on couvre un peu tous les parcours de notre cycle de vie. L'onboarding, évidemment, l'adoption, l'expansion, et le churn. Parce qu'on a aussi mis en place une stratégie d'offboarding, avec nos retours d'expérience, enfin bon, bref. Nous, on a construit aussi un stage qui s'appelle Ghost, parce qu'on a quand même pas mal de clients qui nous ghostent. Donc, il faut quand même les mesurer. Mais voilà, donc, on va couvrir grosso modo toutes les phases de notre cycle de vie, mais après on va aussi couvrir un upsell sur un changement de plan, enfin une évolution de plan, sur l'achat d'un produit additionnel ou d'un module complémentaire, enfin voilà. Donc on va couvrir tout ça et après on va couvrir des choses beaucoup plus spécifiques. Si par exemple il y a une nouvelle entre guillemets petite feature qui est sortie, on a quand même besoin de donner un peu d'explication, on va le couvrir. On va couvrir de l'aide à l'utilisation de notre version mobile. On va couvrir un parcours un peu NPS, détracteur, promoteur, un peu de gamification avec des quiz, des opportunités d'upsell. Enfin voilà, après, ça va être aussi sur des choses beaucoup plus spécifiques. Je le disais tout à l'heure, nous, on a du hardware, donc on a aussi du SAV sur nos équipements. Bah, évidemment, on a aussi mis en place plein d'automatisation pour ça. Voilà. OK, 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 ça marche. Et pour répondre du coup plus spécifiquement à la question de Claire sur, la partie, onboarding, où est-ce que les sales aujourd'hui remplissent les informations sur des nouveaux clients? Ça, ils le font dans HubSpot avant que ça tombe dans Scaling Ouais, ou tout à comment? fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est que oui, ils remplissent tout dans HubSpot. Et Mmh. donc, nous, en C'est le gros, schéma le plus classique, le schéma le plus classique, et donc du coup, les infos sont renvoyées dans notre back-office et notre back-office envoie les infos à Scaling. Et Ouais, alors, peut-être que j'anticipe une question, mais ça aidera peut-être la personne qui a posé la question. C'est que moi, j'ai vraiment fait le choix d'avoir un maximum d'informations et de data qui remontent en tag dans Scaling
Comme ça, au moins, je peux, et typiquement, les infos que le commercial remplit, notamment les besoins. Nous, on a besoin de savoir pourquoi le client prend Carnot, donc on a catégorisé en différents besoins. Bah, ça, c'est le commercial qui le remplit quand il fait sa transaction HubSpot. On l'a rendu obligatoire quand il passe sa transaction en affaires gagnées. Hop, il met son besoin et nous, c'est un tag qui remonte automatiquement dans Scaling. Voilà ce genre de choses. Mais au moins, toutes les infos voilà, que le sales remplit, moi, celles dont j'ai besoin, je les remonte automatiquement dans Scaling. Ouais. Ok, ça marche. Et justement, et je pense que ça va faire un peu le lien, quand on parle automatisation, enfin, je pense qu'on en a tous reçu des mails automatiques où c'est grillé à 10 km, que c'est automatique, peut-être même que la mise en forme te montre que c'est un mail qui est pas envoyé par un humain. Vous, comment est-ce que vous gérez cette partie-là? Comment est-ce que vous faites en sorte que justement les mails soient suffisamment personnalisés, qu'ils aient vraiment l'impression que c'est Servan ou Anne qui est en train de leur parler? Ouais, tout à fait. Alors, encore une fois, euh, avec la data, on va pouvoir segmenter et donc ranger les clients dans des cases. C'est ça qui va permettre de gommer cet effet impersonnel parce que justement, si par exemple, je sais pas, j'ai n'importe quoi, je prends mes clients qui sont en phase d'expansion, qui sont sur mon plan pro et qui ont pris Carnot pour de l'aide à la facturation, je dis n'importe quoi, bah voilà, j'ai mon bon petit ciblage et je sais que derrière, je pourrais aller faire passer le bon message. Rien que déjà ça, de toute façon, on sait que le client sait qu'on s'adresse à lui, qu'on a bien compris son usage. Voilà. Et après, bah voilà, c'est peut-être des choses un peu bêtes et méchantes, mais bah nous, voilà, on va signer avec le prénom du coach attitré. Donc par exemple, à Servan, on va mettre dans la signature le numéro de portable, on va employer le ton jeu, on va être un espèce de ton un peu informel, mais pas trop. On va utiliser un peu des emojis. Enfin voilà, on va toujours aussi proposer plusieurs types d'accompagnement pour que le client se sente écouté par rapport à ses problématiques du quotidien. Enfin voilà, on va introduire du contenu vidéo, comme ça on voit aussi la petite tronche, on voit quelqu'un d'humain sur la vidéo. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Même si ce mail, il est envoyé à plein d'utilisateurs, bah, pour autant, on a l'impression qu'il est quand même ultra personnalisé, quoi. Ouais, tu humanises en fait en gros, j'allais dire d'un point de vue segmentation, en ayant les bons critères, etc., et en ayant finalement j'allais dire des dérivations à l'intérieur d'un main playbook ou une même condition en fonction du segment d'appartenance de ton client va pas adresser les mêmes messages de la même façon. Et en Ouais, fait, sur la forme, très simplement, avec bah, déjà des mails, enfin, on peut peut-être préciser, mais qui partent de ta boîte mail ou des ouais, tout boîtes à mail des fait. CSM. C'est pas un truc qui est envoyé au format HTML, machin. C'est Non. comme si c'était vos emails à vous qui partaient et avec un peu d'emoji, du tutoiement, des choses comme ça qui font que on a le sentiment que c'est un humain qui parle. Ouais, tout à fait. Euh, Ça marche. Toi, tu avais commencé par quoi ces automatisations? C'était par l'onboarding, justement, comme Oui, oui, oui. souvent j'ai l'impression qu'on prend dans l'ordre chronologique. Oui, toi, ça a été ça le premier, Oui, le, oui. le- le premier truc que tu as automatisé. Oui, oui, c'était le premier truc qu'on a automatisé. Et en plus de ça, bah, voilà, nous, on a encore une fois cette double casquette avec le hardware et on a une vraie problématique autour du positionnement des équipements sur le matériel. Donc, c'était hyper important aussi de contrôler cette phase-là. Donc, de toute façon, nous, dans notre onboarding, voilà, il y a à la fois de l'automatisation pour appréhender, enfin, pour paramétrer le compte en tant que tel. Mais Servan, elle doit aussi intervenir de manière humaine, si je puis dire, pour valider le positionnement auprès des clients. Donc, c'est par ça Ok, qu'on a commencé. C'est pour ça que nous, notre onboarding, il est un peu scindé en deux. ça marche. Équipe Moi, de formation. pardon, j'avais une question et ça va boucler avec la question de François aussi, qui était de savoir bah, comment est-ce que toi tu suivais la performance, donc de manière générale, et comment est-ce que tu itères. Tu disais que vous aviez fait N versions de Playbook avant d'arriver là où vous étiez, et probablement qu'il y en aura encore d'autres. Et la question de François aussi, c'était de savoir est-ce que tu avais est-ce que tu avais de la visu par rapport au taux de satisfaction des clients avant et après la mise en place des automatisations. Alors,
en l'occurrence, elles ont été mises quand même en place depuis assez longtemps chez toi. Mais voilà, donc double question, comment est-ce que tu suis la performance? Ouais. Comment est-ce que tu suis la satisfaction des utilisateurs Ouais, tout à fait. avec ça? Alors, bah forcément, chose classique, mais selon la communication que vous envoyez, email ou toutes les communications in-app, pardon, on va forcément regarder les taux d'ouverture, les taux de clics. Si vous avez des product tours, vous allez regarder si à un moment donné ça décroche selon l'étape. Enfin voilà, on va forcément regarder ça. Après, on va aussi, je parlais tout à l'heure, note à moi-même, trop de playbook, tu le playbook. Bon, si tout d'un coup, en fait, nous on le voyait en fait avant, on a voulu justement déclencher des playbooks, enfin en tout cas déclencher des tâches, pardon, au CSM pour tel cas, tel cas, tel cas. On a peut-être fait trop complexe au départ, et finalement les filles, elles étaient un peu noyées dans leurs tâches, et je voyais bien qu'en fait elles en avaient plein, et Ouais, donc vous étiez forcément, peut-être allé un peu trop loin et donc on un peu était trop de peut-être allé, notifs, un peu trop ouais. de tâches qui arrivent. C'est ça, donc tu vas forcément aussi mesurer la productivité de tes équipes à travers enfin, leur productivité par rapport à la réalisation de ces tâches. Nous, ce qu'on aime bien aussi faire, c'est forcément dans cet accompagnement digitalisé, automatisé, on met énormément en avant les ressources qu'on met à disposition de nos clients. Nous, on aime bien se positionner en tant que coach. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire à la place du client, on est là pour lui donner tous les moyens pour réussir. Voilà, on essaye vraiment de prôner cette philosophie-là et ce positionnement-là. Et donc, du coup, nous, ce qui est important, par exemple, en onboarding, on a envie vraiment que le client utilise la vidéo tutoriel, même si voilà, il y a Servane on voit la petite tête de Servane dans la vidéo. On a vraiment envie qu'il utilise cette vidéo-là pour configurer son compte. Et donc, nous, on considérera, en fonction de certains critères, évidemment, si l'onboarding est validé ou non. Et donc, c'est ce qu'on va appeler une espèce de formation autonome VS une formation qu'on est parfois obligé de faire par téléphone. Et donc ça c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on regarde parce que du coup c'est cool cet indicateur parce qu'il englobe plein de choses. Il englobe l'ouverture forcément des communications qu'on envoie, l'utilisation des vidéos, évidemment la configuration de l'application, si aussi le produit est suffisamment intuitif. Enfin voilà, en fait ça englobe pas mal de choses. Donc c'est vrai que c'est un indicateur qui mesure pas mal la performance de ce qu'on a mis en place. Évidemment, le niveau de satisfaction. À la fin de l'onboarding, on demande aux clients de noter. Est-ce que la clarté des explications, par exemple, le NPS, toujours. Enfin voilà, je ne sais pas si tu veux que je continue de lister, mais c'est un peu le genre de choses qu'on va regarder pour voir un peu la performance. Après, il y a aussi des clients qui vont pas ouvrir le mail, qui vont pas utiliser la ressource et qui vont avoir un comportement de décrochage. C'est là que l'intervention humaine, elle est parfois nécessaire. Elle est indispensable Et et ok. Ça marche. Une autre question de Claire qui demande est-ce que tous vos clients sont gérés dans ce process ou est-ce que vous avez une approche high touch pour certains clients et une approche moins automatisée pour d'autres clients? Voilà, donc je te laisse répondre à ça. Tout à fait. En vrai, on fait un peu un mélange. On fait un peu un mélange de tout ça. Parce que, encore une fois, ce positionnement de coach nous fait que on adopte plutôt une stratégie de low touch, on va dire, au départ, mais en fonction du comportement de l'utilisateur, en fonction des critères de validation, enfin bref, en fonction de tout un tas de critères qui est probablement propre à notre business, mais voilà, on va soit adopter une stratégie low touch, soit à plutôt faire un peu des deux, ou alors que du low touch. Ça dépendra aussi évidemment du potentiel du client, du MRR, du nombre d'équipements qu'il a, etc. Donc en fait, ça dépend, j'ai envie de dire, notre stratégie n'est pas la même selon le cycle de vie du client en fait. Et évidemment, encore une fois, on a quand même cette logique parfois de grand compte avec certains clients où là, oui, on a un accompagnement vraiment high touch avec cela, mais c'est plutôt à la marge. Mais j'ai envie de dire que finalement, nous, ça dépend vraiment de là où le client en est dans son cycle de vie. Et comme on a énormément de clients avec une petite équipe, de toute façon, il faut bien les ranger dans des cases. Donc, on segmente beaucoup. Tu vois, par exemple, quand le client arrive en expansion, et donc Cécile et Laura, alors pour le coup c'est manuel, parce que moi j'aime bien quand même laisser un petit peu d'appréciation de la part du CSM pour qu'il y ait aussi des critères un peu plus subjectifs qui entrent en compte. Mais on va catégoriser. On milite aussi souvent pour ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a quand même un peu des actions manuelles. Ça ne veut pas dire que le CSM il n'a pas à se positionner à Exactement. des moments pour ok, je suis d'accord pour que ça se déclenche ou pas, je pense que c'est pertinent ou pas. Et c'est comme ça, effectivement, que tu arrives aussi à des scénarios qui, justement, sont assez fins et assez personnalisés. Complètement. Enfin, du coup, juste pour te dire, voilà, notre client, il arrive en expansion, on va les catégoriser en tier 1, tier 2, tier 3.
Et donc, avec du tier 1, on va plus adopter du coup du low touch, alors qu'un tier 3, il n'y en a vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, chez nous, en tier 3, il y en a peut-être 20 ou 30, je sais plus, où là, on va avoir plus une stratégie high touch. Mais ça dépend, voilà, encore une fois, vraiment du cycle de vie, de là où il en est, quoi. Ok, ça marche. Il y a Alexis, salut Alexis, qui te demande comment est-ce que, qui réagit, tu parlais des ghosts tout à l'heure, comment est-ce que tu gères les ghosts? Est-ce que c'est via un playbook? Enfin bref, est-ce que tu peux en dire deux mots? Ouais, en fait, nous, quand on considère que le client est en ghost, c'est que derrière, il s'est quand même passé pas mal de choses. Un ghost chez nous, c'est un client bon, qui est clairement inactif hein, sur la plateforme, qui nous répond pas, comme son nom l'indique, mais qui, pour autant, il paye quand même. Il paye son abonnement. Bon, un peu comme nous, parfois, quand on va à la salle, on prend un abonnement à la salle de sport et au final, on n'y va jamais. C'est un peu le même délire. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Et mais avant, il y a quand même eu du coup, on sollicite le commercial aussi à ce moment-là. Donc là, avant de considérer le client en ghost, pour le coup, il y a eu pas mal d'interventions humaines. Mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter en fait. Puis généralement, en fait, c'était clients à 90%, c'était clients qui ont pas beaucoup de potentiel. Enfin, en tout cas, chez nous qui avons un gros portefeuille de clients, bah, c'est des clients qui ont qu'un boîtier, qui sont pas beaucoup équipés. Voilà, souvent ça va un peu de pair, quoi. Il n'y a pas forcément non plus un énorme potentiel ou de toute façon, en fait, ils donnent pas de signe de vie, donc ça sert à rien de s'acharner. Là, tu n'auras pas de valeur ajoutée à t'acharner. Donc, au bout d'un moment, ça part en gosse, quoi. Comme ça, au moins, il est catégorisé, on sait. Et nous, on s'est mis un playbook, évidemment, pour dire, bah, coucou, on est toujours là, voici les ressources, si tu as besoin. On est toujours là. Et on s'est quand même mis un playbook. Si tout d'un coup, le client se réveille et se reconnecte, le CSM le sait. Oui, on le réaccueille d'une Bien certaine sûr. façon. C'est ça. Yes, ça marche. Autre question de Claire. J'en profite, là on arrive, il est 42, voilà, on arrive, on approche de la fin. Moi j'ai encore une question après, donc si vous avez des questions, on pourra peut-être en prendre encore une ou deux après celle de Claire, donc n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Du coup, Claire qui il continue. Claire qui truste la rubrique question. Non, je plaisante. Après, Claire Claire, qui demande donc on peut aussi se parler autrement, enfin, à un autre moment après toutes les deux, il n'y a pas de souci. qui demande comment vous justifiez un début de process auprès du client qui va être en tiers 1, 2 ou 3, et donc l'accompagnement, intervention humaine. Est-ce que ça vous arrive de passer un client de tiers 3 à tiers 2 ou 1? Oui, oui. Enfin, plutôt dans l'autre sens, je dirais. Nous, en fait, on a pris 3 critères. On a pris le nombre d'équipements. Encore une fois, c'est propre à notre business, mais voilà, en gros, nous, c'est un boîtier, un matériel, grosso modo. Donc, en fait, on a corrélé l'accompagnement au nombre d'équipements et puis on a aussi des produits additionnels. Mais voilà, plus du coup le besoin par rapport à la raison pour laquelle le client a pris notre solution. On a identifié différents types de besoins et des besoins simples et des besoins complexes. Donc, c'est un critère qu'on prend en compte. Et ensuite, à la libre, enfin, un critère X selon le CSM. C'est ça qui va faire que le client sera catégorisé en tier 1, tier 2 ou tier 3. Bah, s'il évolue de tier, c'est tout simplement parce qu'il a fait un upsell d'équipement et qu'il a passé ce palier. Par exemple, je sais plus ce qu'on s'est dit, tier 1, si c'est 20, bon, je me rappelle plus, mais 15 carnotes. Et tout d'un coup, bah, il a pris. Les carnotes, c'est vos boîtiers, hein, les Oui, boîtiers nos que vous carnotes, c'est avez nos boîtiers. sur les véhicules. Oui, Je pardon, oui, précise. les boîtiers. S'il a pris 5 boîtiers de plus, bon, bah, forcément, factuellement, par rapport aux critères qu'on s'est mis, il va passer en tier 2. Et à l'inverse, si au final, bon, je vois pas pourquoi un tier 3 passerait en tier 2, parce qu'encore une fois, c'est vraiment nos grands comptes, il n'y en a pas beaucoup, ils sont identifiés facilement. Mais oui, c'est possible, en fait. Mais plutôt Et, dans l'autre sens. et par rapport à ce que tu dis, aujourd'hui, il y a une corrélation directe entre le nombre d'équipements et le MRR. Enfin, c'est l'équipement qui est la variable, la seule variable qui fait bouger votre MRR, ou il y en a autre chose? Enfin, en gros, pourquoi est-ce que c'est plus les équipements qui vous servent à placer en tier 1, 2 ou 3 Ouais. que le MRR directement de vos clients? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, nous, on est passé par plein de vagues de tarifications différentes. Mais effectivement, alors, on a un prix d'abonnement par rapport à tout le service qu'on propose. Évidemment, l'accompagnement, mais aussi la maintenance, enfin, la carte SIM qui est dans le boîtier, enfin, la data, etc., le stockage des données. Enfin, bon, bref. Donc, on a un prix d'abonnement par rapport à toute cette partie-là. Et après, on a un abonnement par rapport au nombre de boîtiers. Donc, effectivement, si demain, il y a un client qui se rééquipe en boîtier,
oui, c'est uniquement le boîtier qui fait augmenter le MRR. En revanche, il peut aussi augmenter de formule. S'il passe d'une formule pro à une formule premium, là, forcément, parce qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires, là, c'est pas le boîtier qui va venir faire augmenter le MRR. Mais en fait, Ok. Et ça joue aussi sur le tiering, ça, la ouais, tout à formule. fait. Donc, il y a Tout à il fait. y a la formule device, enfin, bref, en Ouais, gros, le c'est côté exactement combien ça. il paye. Ouais, Ok. Il y a le côté quel est le besoin aussi, c'est ce que tu ouais, disais, hein, que le besoin rentrait ouais, dans ouais, cette notion de tiering. ouais, L'appréciation du CSM, et c'est dans cette appréciation CSM que vous prenez en compte le potentiel de développement du client, c'est ouais, aussi ça, c'est un ouais, peu votre jugé c'est ça. sur son potentiel de développement, ou celui d'ailleurs qui redescend du sales, mais Ouais, tout en à tout fait. cas, Mais cette notion, elle rentre ici, quoi. ouais, c'est exactement ça. Forcément, un client qui prend juste un boîtier pour de la géolocalisation, ce sera pas du tout le même accompagnement qu'un client qui prend 20 boîtiers d'un coup, qui a pris la formule premium avec le temps réel et qui a besoin d'analyser ses données et donc forcément d'avoir une aide chez nous d'un expert pour la lecture, parce que nous, le boîtier, en fait, il enregistre plein de data qui est retranscrite dans un logiciel. Bah, derrière, il faut savoir aussi faire le tri dans toute cette data, etc. Donc forcément, l'accompagnement sera pas du tout le même. Donc c'est voilà, c'est vraiment ça qui va faire qu'on va catégoriser quelqu'un plutôt en tier 1, tier 2 ou tier 3. Voilà. Ok, ça marche. Écoute, merci. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Il y en a deux qui arrivent en fait, qui sont en fait liés un peu aux indicateurs de suivi. Thomas qui demande quels sont les KPI de votre équipe. Donc j'imagine, corrige-moi si je me trompe Thomas, mais j'interprète la question comme quels sont les KPI qui font que tu peux dire que ton équipe Customer Success a été performante. Donc vos KPI de mesure interne de performance de l'équipe, et François qui demande quels sont les KPI qui sont mis en place pour se dire si, si la mise en place de Scaling est ou sera un succès. Donc voilà, je sais pas, allez, débrouille-toi avec ça. Bah alors, La question tricky pour la fin. alors oui, bah attends, je vais commencer par la deuxième question tout de suite. Alors, je le vois déjà en fait en vrai parce que ce qui est cool, c'est que Scaling te fait du prédictif. Alors moi, j'ai mis en place Scaling avec déjà 5 ans d'ancienneté, donc j'ai déjà de l'historique en fait. Donc forcément aussi toute la puissance de l'IA de Scaling, c'est ça, c'est qu'elle vient mouliner dans tout ce que tu lui injectes, si je puis dire. Et derrière, elle va déjà te faire des états de santé qui sont pertinents. Et en plus de ça, elle te fait du prédictif. Donc je le vois déjà, puisque moi, mes CSM, elles sont automatiquement alertées d'une situation de décrochage ou de machin. Donc en fait, en soi, les effets par rapport à de la proactivité, je les vois déjà. Évidemment, après, le fait de faire plus de prédictifs sur des clients, par exemple, en décrochage, bah, je le verrai dans le temps si mon taux de churn y baisse. C'est vraiment ça l'enjeu. De toute façon, moi, j'ai aussi pris Scaling pour ça. J'ai un taux de churn aujourd'hui qui est loin d'être ridicule, qui est bien, mais qui est évidemment pas celui qu'on espère. On veut toujours qu'il soit plus bas. Et donc, moi, j'ai aussi pris Scaling pour ça. C'est d'être beaucoup plus proactif et de placer mes équipes vraiment sur des clients à gros potentiel qu'on ne veut pas perdre, en fait, tout simplement. Après, il faut faire aussi des choix. Quand tu as 1900 clients, tu peux pas non plus te dire si tout d'un coup, tu as, je dis n'importe quoi, 300 clients qui sont en phase de décrochage. Attention, il faut aussi à nous d'être malins, de vraiment voir là où il y a un réel intérêt. Sur lesquels tu mets de l'effort. Sur lesquels tu mets de l'effort. C'est aussi des choix, en fait. Tous ces process, toute cette digitalisation, je vais y arriver, pardon, c'est des choix. C'est des choix. Voilà. Et après, pour rebondir, et on répondra à la question de Thomas ensuite, mais je rebondis juste sur la partie, voilà, l'objectif in fine, c'est quand même de faire baisser le churn. Pour moi, c'est quand même un des objectifs qui est le plus difficile à mesurer. C'est-à-dire que si on veut mesurer ça bien, et je veux dire, enfin, on a plein de plateformes concurrentes qui donnent des chiffres en disant, voilà, avec nous, nos clients ont fait baisser leur churn de X. Pour moi, tout ça, c'est quand même beaucoup de fumée pour pas grand-chose. C'est-à-dire que j'ai bossé 10 ans dans des martech avant. L'A/B testing, c'est ce que c'est. Si on veut mesurer réellement l'impact d'un playbook ou d'une solution sur un churn, ça voudrait dire qu'il faut qu'on A/B teste, toutes choses égales par ailleurs, ce qui se passe. Ça voudrait dire qu'on se dit, OK, j'ai 1000 clients qui devraient rentrer dans un playbook, j'en isole allez, 500, ou en tout cas un échantillon suffisamment représentatif, je décide de ne pas les traiter ou de les traiter comme je les traitais avant, et de l'autre côté, je les traite de la nouvelle façon et je mesure l'écart entre les deux. Opérationnellement, c'est impossible de faire ça
sur ce genre de truc. On peut le faire quand on fait de l'A/B test d'objets dans des emails. On peut le faire quand on fait de l'A/B test entre deux contenus. On peut pas le faire avec, sans solution. À partir du moment où on met en place une solution, il faut à un moment se forger des convictions. En tout cas, c'est mon avis, c'est-à-dire que mesurer un impact sur le churn, je pense que c'est illusoire. Au mieux, voilà, on s'en rend compte, on le perçoit, le mesurer, toutes choses égales par ailleurs, très honnêtement, c'est impossible. Donc, ceux qui vous disent vous allez faire baisser votre churn de 15%, je ne sais pas exactement sur quoi il se base, c'est impossible de le mesurer, toutes choses égales par ailleurs. Ça, c'est mon avis sur la question. Question de Thomas, peut-être assez rapidement, avant que voilà, pour que tout le monde puisse retourner travailler après. Donc, en termes de, à l'intérieur de l'équipe, vous êtes suivi / potentiellement incentivé sur des KPI particuliers? Absolument pas. Enfin, on Ok. s'incentive, Bah écoute, voilà, on se challenge. j'avais demandé une réponse relativement courte. Non, mais non. En fait, enfin, si ta question c'est de savoir que est-ce que on a un variable pour X chose, non. Après, on se challenge, on s'objective naturellement Vous-même, mais nous-mêmes. c'est pas vos variables qui en dépendent. Non, tout à Ça fait. marche. Ok, et peut-être pour finir, j'allais dire ouvrir la discussion. On a parlé pas mal de choses sur ce qui était fait aujourd'hui. Tes challenges ou tes enjeux pour 2024, qu'est-ce que ça va être? Alors, je m'étais noté de revenir un an plus tard et de te dire que je gère 2500 clients avec 3 CSM. Mais à mon avis, j'y crois. Non, non, non. Écoute, franchement, dans nos enjeux, tu vois, là, j'avais noté. Bah, en fait, nous, c'est d'aller. On itère en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. On avait posé la question tout à l'heure. On vient continuellement en fait remettre en question ce qu'on a mis en place pour faire toujours mieux. Et donc là, bah, ça fait quand même longtemps qu'on fait ça. Et moi, j'ai vraiment envie, tu vois, de encore plus personnaliser les parcours d'onboarding selon le besoin du client. Il y a une notion qu'on aime bien avec Servan, c'est le aha moment. C'est vraiment cet effet waouh et j'ai envie de bosser là-dessus. On nous demande tout le temps comment on mesure le ROI de ta solution. C'est une question hyper difficile à laquelle on ne sait pas répondre. Mais c'est un sujet hyper intéressant et hyper vaste. Et en fait, avec Servan, on a vraiment envie de bosser ce aha moment, cet effet waouh. Mais forcément, il est différent selon le besoin du client. Donc aujourd'hui, nous, pour le coup, on a la data, on a le tracking qui va bien pour le faire, les indicateurs qui pourront se mettre en place pour ça. Donc moi, j'ai vraiment, vraiment envie Et la de... bonne plateforme. Évidemment, Voilà, évidemment. la perche était là, je me suis dit que ce serait dommage. Mais Ok, voilà, ça non, marche. Donc, travailler ça et donc ouais, toujours sur la personnalisation, mais plus en c'est fonction ça. des enjeux et des besoins. Ok, Bah, ça c'est ça, marche. tout à fait. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Anne, pour tous Merci à ces toi. éléments. Ravi de t'avoir eu sur ce webinaire. Merci à tous d'avoir été présents, soit ceux qui étaient connectés et ceux qui nous regarderont, les quelques 20% qui nous regarderont plus tard en replay. Et puis, bah, écoutez, bon après-midi à tous. Merci, Merci Anne. beaucoup. À bientôt. Salut. Ciao.